à l'autre. Ça, c'est très bien résumé dans ce qu'on appelle un diagramme de phase. Un diagramme de phase, vous voyez que c'est simplement un graphique, hein, d'accord, avec deux axes. Un axe pour les températures, donc on augmente la température quand on va vers la droite, et on augmente la pression quand on va vers le haut. Il peut être présenté de manière différente, hein, d'accord, et quelquefois on rajoute un troisième axe qui est le volume. Mais c'est compliqué à voir en trois dimensions, ça ne sert à rien, on va se contenter de ça pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on a ici? Assez classiquement, vous voyez qu'il y a des zones qui sont représentées, solide, liquide, gaz. Et vous savez que quand on est à haute température, on aura plutôt de la vapeur. C'est normal, on va trouver la vapeur là-bas, ici. D'accord? On aura les solides quand il fait froid, ou basse température. Puis quand il fait ni trop chaud ni trop froid, un peu les liquides entre les deux. À quoi ça sert ça? Eh bien, à dire que par exemple, si je suis à une certaine pression, une certaine température, ma matière aura tendance à se trouver ou à tenter de rejoindre l'état qui est représenté dans cette zone-là. Donc, à cette pression, à cette température, la matière que je possède va tendre vers l'état liquide. Elle ne l'est peut-être pas au moment où je parle là, mais elle va tendre vers cet état parce que c'est son état de plus grande stabilité. À cette pression, à cette température, son état le plus stable, c'est liquide. Elle va devenir liquide à ce moment. Vous voyez que sur le graphique, il y a un trait ici entre liquide et vapeur. Mais ça veut dire qu'à cette pression et à cette température-là, on a une coexistence entre l'état liquide et l'état vapeur. Les deux peuvent coexister, ça ne va pas devenir l'un ou l'autre. Les deux vont rester en présence l'un de l'autre. Eh bien, c'est par exemple exactement ce qui se passe quand on est à 0 degré, pile à 0 degré, sous une atmosphère. On peut avoir en même temps de la glace et de l'eau. Maintenant, si on est un peu plus chaud, la glace va fondre. Si on est un peu plus froid, l'eau va geler et rejoindre le glaçon. Mais si on est très exactement, précisément à cette température-là et sous cette pression, on a coexistence entre les deux. Voire même, vous le voyez ici, entre les trois, avoir en même temps et de manière stable l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux, donc les trois principaux que l'on trouve communément à la surface de notre planète, systématiquement. Et vous voyez, pour le nom, on ne s'est pas beaucoup foulé à l'époque. Ça s'appelle le point triple, parce qu'il y a les trois états qui se rejoignent à cet endroit-là. Voilà. Il n'est pas dur à se rappeler celui-là. Par contre, là, à l'autre bout, on a le point critique. Le point critique, c'est quand on le dépasse, on va avoir un fluide supercritique. D'accord ? Celui que l'on a vu ensemble dans le cadre du dioxyde de carbone, où c'est plus un gaz, plus un liquide, mais un fluide supercritique. Et vous voyez que ça se produit quand on est à haute pression et haute température. Haute pression, on ne peut plus avoir un gaz. Haute température, on ne peut plus avoir un liquide. Donc, on a ce qui se trouve entre les deux. Ça, c'est le schéma classique que l'on a des diagrammes de phase. Ils ressemblent quasiment tous à ça. Et en particulier, j'attire sur votre attention sur cette ligne-là, qu'on appelle la ligne du solidus. La transition entre l'état liquide et l'état solide. Vous voyez, notez-le bien, dans quel sens elle penche. En d'autres termes, quand j'ai un liquide et que j'augmente la pression, ce liquide aura tendance à devenir solide. D'accord ? C'est vrai pour quasiment tous les corps, même je dirais presque pour tous les mélanges, mais tous les corps et les mélanges homogènes. D'accord ? On augmente la pression, on transforme le liquide en solide. Augmenter la pression, c'est simplement monter tout droit. D'accord ? Vous suivez une ligne verticale et on finit par atteindre le solide. Et c'est exactement ce qu'on observe par exemple ici avec le dioxyde de carbone dont j'ai déjà parlé. Je garde le même exemple, quitte à faire. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Un point triple, voilà, on l'a. On voit le point critique, vous le voyez dans le coin haut à droite. C'est ce qu'on avait atteint dans la petite vidéo que je vous ai montrée. Donc vous voyez que la température n'est pas très élevée, c'est à peine 30 degrés. Ça explique pourquoi on peut extraire la caféine avec
du CO2 supercritique, parce qu'on n'est qu'à 30 degrés, d'accord? On n'a pas besoin de monter très haut en température, ça ne détruit pas le café, puisqu'on est à basse température. La pression est un peu élevée, mais 80 bars, ce n'est pas si difficile à faire, d'accord? On y arrive relativement facilement avec des machines actuelles, donc c'est facile à faire. Donc, le CO2 supercritique, on le trouve partout, dans les labos, dans les hôpitaux, dans l'industrie, parce que c'est facile à faire. Voilà. Et que le CO2, ce n'est pas dur à trouver. Hein. Okay. Vous voyez également ici que quand on est sous une atmosphère, on est sur la transition solide-gaz. Il n'y a pas de liquide sous une atmosphère. D'accord? Et bien ça, vous l'avez, alors, malheureusement, peut-être, j'en sais rien, peut-être déjà vu. Vous avez tous déjà vu les extincteurs, vous savez les extincteurs rouges là, où il y a du gaz carbonique à l'intérieur. Quand on appuie dessus, je suis sûr que vous avez déjà vu au moins une image de ça, il sort de la neige carbonique, c'est-à-dire du dioxyde de carbone solide. Parce qu'on est dans la bonbonne, il est sous compression, on lâche, on passe à une atmosphère, donc il tombe à moins 80 degrés. Ce qui sort de la bouche de l'extincteur, c'est de la neige carbonique solide à moins 80 degrés. D'accord? Qui va bien entendu rapidement s'évaporer, hein, parce que la chaleur ambiante va le faire. Ce qui veut dire que cette neige carbonique, elle a deux rôles quand on l'envoie sur un feu, par exemple. Un, comme c'est du dioxyde de carbone, ça enlève l'oxygène, et ça a tendance, parce que la plupart des feux sont des combustions, si on enlève l'oxygène, le feu, de fait, va s'éteindre par lui-même. Et puis surtout, quand on est à moins 80 degrés, ça refroidit la source de chaleur, ce qui a toutes les chances également d'éteindre le feu, parce que pour qu'un feu s'entretienne, il faut qu'on soit à haute température. C'est bon? Donc ça, c'est typique, voilà, ça correspond exactement à ce que je vous avais montré après. Et puis on a celui-là. Il est fou, lui. Il y a trop de choses. Oui, il y a trop de choses. Mais il y a deux raisons pour lesquelles je vous le montre. Un, pour vous montrer qu'effectivement, ça peut ne pas être simple, un diagramme de phase. D'accord? Ça peut aussi être beaucoup plus compliqué que le schéma de base que je vous ai montré. Et en l'occurrence, ici, c'est juste de l'eau. D'accord? Quelque chose d'hyper abondant qui, a priori, a l'air tout simple, mais vous avez vu un peu le bazar que c'est. Si on regarde du côté des solides, chacun des numéros que vous avez là, avec les petits traits qui les séparent, c'est une phase solide différente. Un sous-état de l'état solide dont on a déjà parlé. Un système de cristallisation particulier qui est différent les uns des autres. La glace que l'on connaît, nous, c'est celle-là. C'est la 1H. Ça, c'est le glaçon que vous sortez de votre congélateur. C'est la glace sur laquelle vous allez faire du patin en hiver ou à la patinoire. D'accord? C'est ça, c'est la glace qu'on connaît. Mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Là, déjà, sur ce schéma, on monte jusqu'à 15. Dans les faits, on a découvert il y a quelques semaines un état numéro 18, qui est une glace un peu particulière parce que non seulement elle est opaque, mais en plus elle est noire. Vous la verrez jamais, parce que pour l'obtenir, il faut monter à des pressions qui sont absolument démentielles, qu'on obtient en pointant deux diamants l'un face à l'autre et en appuyant bien entendu très 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 fort. D'accord ? Voilà, des pressions qui sont colossales, qui se mesurent en gigapascal. Mais on obtient effectivement cette forme de glace particulière. Donc a priori, déjà 18 sous-états solides pour l'eau. Vous voyez que globalement, en ce qui nous concerne nous, sur les types de pression auxquels on a affaire sur la planète, et les types de températures qui sont facilement accessibles, on n'a accès qu'à la glace 1H, celle que vous connaissez. D'accord ? Sous les glaciers éventuellement du Groenland, avec 2 ou 3 km de glace au-dessus, probablement qu'il y a des formes de glace aux plus hautes pressions qui doivent finir par apparaître. C'est très probable. Mais, en attendant, nous, directement accessibles, on n'en a qu'une forme qui nous est directement accessible. Vous voyez aussi, à l'autre bout, qu'on a aussi un point critique pour l'eau. Mais c'est pareil, qu'on ne voit jamais dans les conditions normales. Vous voyez qu'ici, on est à plus de 300 degrés Celsius.
d'accord, et avec des pressions qui sont de l'ordre de 200 bars. C'est colossal, encore une fois. Donc, l'eau sous forme supercritique, on ne l'utilise jamais. C'est difficile à faire. D'accord ? Et en plus, à ces niveaux de pression, à ces températures, l'eau est excessivement corrosive et elle bouffe quasiment tous les tuyaux dans lesquels on l'y met. D'accord ? Il faut que ce soit du métal, et le métal est oxydé par l'eau à cette température-là. Très facile. Donc, on oublie. Si on revient à des pressions et des températures qui nous sont plus familières, vous reconnaissez des choses ici. Vous savez bien que sous un bar, la température d'ébullition, de vaporisation, d'accord, de l'eau, c'est 100 degrés Celsius, 273,15 Kelvin. Vous voyez que si on descend encore un peu la température, on arrive à la transition solide-liquide, la solidification, qui se produit à 0 degrés Celsius. Et bien ce 0 et ce 100, c'est la définition de l'échelle de température de Celsius, qui définit également celle des Kelvin. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Ceci étant dit, on a ici, et on va zoomer un peu, quelque chose de très particulier. C'est ce sur quoi je vous ai demandé de faire attention tout à l'heure sur l'autre schéma. Regardez comment part la ligne de Solidus. Elle part en sens inverse. En d'autres termes, si j'ai de la glace ici et que j'augmente la pression, cette glace, sans changer la température, cette glace fond. Quand on augmente la pression de la glace d'eau, on est bien d'accord, elle fond. C'est contraire comme manière de se comporter à quasiment tout le reste de la matière. D'accord ? Et de manière simple, on n'a pas d'autres exemples simples. Il y a d'autres molécules qui se comportent comme ça, mais auxquelles vous n'aurez probablement jamais accès. Mais c'est vraiment une exception que le comportement de l'eau. C'est vrai et on s'en fout. Ben non, pas vraiment. Parce que vous l'avez déjà tous expérimenté. Tous. On prend un patineur. Un patineur, quand il est sur ses patins, il exerce une pression sur la glace qui se trouve sous ses patins. Pourquoi ? Mais parce qu'une pression, c'est tout simplement, c'est de la physique, que vous avez déjà vu ça, d'accord ? Une pression, c'est une force exercée sur une certaine surface. Oui, une force, oui, mais le poids, c'est une force. Et le poids, c'est juste la masse fois la constante gravitationnelle. D'accord ? G. Sur Terre, 9,81. Bon, pour simplifier les choses, mettons que ce soit 10. Je prends un type de 100 kg, c'est pas parce qu'il est gros, c'est parce qu'il est grand. D'accord ? Mais un type de 100 kg, un G de 10 pour simplifier les choses. Et c'est quoi ce 0,02 là ? C'est 2 cm², c'est à peu près la surface qu'on va avoir sous un patin. D'accord ? C'est fin un patin, d'accord ? Donc ça fait une toute petite surface. Mais là, j'ai besoin qu'elle soit en mètres carrés, ce qui explique le nombre de zéros. Donc ça, c'est tout simplement la surface sous un patin, d'accord, exprimée en mètres carrés. Et j'ai pris, par exemple, 2 cm². Ça fait quoi comme pression, ça ? Ça fait 5 mégapascales. 5 mégapascales, c'est 50 bars. 50 bars, c'est beaucoup. C'est une très forte pression. D'accord ? Mais ça explique que si vous mettez les doigts sous le patin, les doigts, d'accord ? Alors, ils ne seront peut-être pas complètement écrabouillés, mais en tout cas, ils vont prendre un sacré coup parce qu'effectivement, la pression exercée sous les patins est vraiment extrêmement forte. Et puis si maintenant vous regardez sur le côté là, ce qui se passe quand on est à 50 bars, c'est une échelle logarithmique, d'accord ? Donc, c'est ici, si on est à 50 bars, la cinquième ligne, entre 10 et 100, eh bien, à 0 degré, l'eau, elle est liquide. Ça veut dire que sous les patins de notre patineur, d'un seul coup, on a de l'eau liquide. Et l'eau liquide est un excellent lubrifiant pour la glisse. La glace, ça colle.
Je suis sûr que vous avez déjà tous fait l'expérience de poser les doigts. J'espère que vous n'avez pas été assez con pour coller la langue sur un truc glacé, mais au moins poser les doigts sur un truc métallique vraiment très froid pendant l'hiver et constater qu'effectivement ça colle. Et la glace, oui, ça a tendance à coller. D'accord ? Coller un peu tout ce qui a une fine couche d'humidité, et quasiment tout a une fine couche d'humidité, à la surface. Donc ça colle. Mais comme là on a une très forte pression, juste sous les patins, ça fond. Et on a une petite couche d'eau sous le patin qui permet effectivement de glisser très bien. On a la même chose sous les skis de fond. On a la même chose quand vous êtes simplement en train de marcher sur une plaque de glace. Vous posez simplement le pied dessus comme ça, d'accord ? Et la chaussure, elle a l'air de coller. Vous posez fortement le pied, puis d'un seul coup, vous valdinguez parce que comme la pression a augmenté, une petite couche d'eau s'est formée sous la godasse, c'est glissant, et là, vous êtes parti, les quatre fers en l'air. Okay ? Donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre parce que c'est un comportement qui est très inhabituel de la part de cette matière-là qu'est l'eau. C'est bon ? Donc un schéma qui est un peu compliqué, mais qui montre bien, voilà, quand et quoi attendre à partir de l'eau. Et je vais en profiter pour vous poser une question. Ah, vous avez cru que c'était fini, hein ? Mais non. Alors, je vous lis la phrase en entier parce qu'elle n'apparaît pas sur l'écran. Mais que se passe-t-il quand on expose de l'eau liquide à température ambiante ? Donc, vous prenez de l'eau, elle est à 25 degrés, d'accord ? Et on va l'exposer au vide spatial à température à peu près de ce qui est autour de la planète, donc à moins 250 degrés, d'accord ? Enfin, à moins 250. Oui, à moins 250 degrés Celsius, d'accord ? Donc, on prend de l'eau liquide à 25 degrés, on la sort de la station spatiale, d'accord, dans le vide qui se trouve derrière, donc pression voisine de zéro, on est bien d'accord ? Voilà ce que ça veut dire, hein, et on est à moins 250 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on dirait qu'il y a une influence. J'ai oublié d'enlever l'affichage instantané, hein, donc tant pis, hein, j'assume. Mais ça vous permet de voir ce que vous pensez ou ce que pensent les autres. Toujours intéressant aussi de voir comment les gens se laissent influencer les uns par les autres. Alors, puisque les résultats s'affichent, profitez-en pour éventuellement discuter avec votre voisin pour savoir ce qu'il a répondu. Et qu'il vous explique pourquoi il a répondu ça. Et que vous lui expliquiez que vous n'avez pas répondu ça pour telle raison. Ça peut être... Allez, je vous laisse, là. Hein, ça fait 1h30 déjà que vous êtes sous tension. On soulève un coup le capot. Vous avez le droit de discuter avec vos voisins de ça. D'accord ? Et essayez éventuellement de les faire changer d'avis parce que vous pouvez revoter à tout instant, normalement. Donc éventuellement changer d'avis. On sent qu'il y a pas mal d'indécis quand même, parce que ça remonte moins vite quand même que le choix précédent. Donc il y en a plein qui, au lieu de répondre rien, ne répondent pas. Mais, oui ? Non, on se mouille pas comme ça. Ben non, on se mouille pas. Tu penses quoi, toi ? Allez, on lui demande ? Oui. Dominique, tu penses quoi ? Je sais pas, j'ai pas vu la question. Il est pire que vous. Hein.
Alors, si on met de l'eau dans le vide spatial, elle fait quoi? Elle bout, elle gèle de l'eau liquide à température ambiante. On la plonge d'un seul coup dans le vide spatial, on la sort de la station spatiale, sous vide, à moins 250 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. Elle gèle. On a statistiquement quasiment la même chose entre elle gèle et elle bout et elle gèle. D'accord? On regardera les résultats juste après. Ah oui, attendez. On a donc de l'eau qui est ici en termes de pression et de température. D'accord? Aux alentours des 25 degrés, sous une atmosphère. La première chose qui va se passer, parce qu'il y a un phénomène qui est rapide et l'autre qui va être lent. Vous savez bien qu'on se refroidit relativement lentement. Il faut du temps pour se refroidir. Donc le premier effet qu'il va y avoir, c'est forcément le changement de pression. Il est instantané, le changement de pression. On avait une atmosphère, on passe à 0. C'est instantané. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe de une atmosphère à 0? Eh bien, ça descend tout droit. Donc, ce qu'on va avoir instantanément, c'est une ébullition. Instantanément, votre eau va se mettre à bouillir. Alors, évidemment, cette eau qui vient de bouillir, comme elle est dispersée, elle est à moins 250 degrés, et là, pour le coup, le gaz va se refroidir super vite. Donc, on va avoir de la neige. Mais en même temps, il va se passer autre chose. Parce que notre eau, qui est encore sous forme d'eau, ben oui, évidemment, elle ne va pas s'évaporer d'un seul coup en une fraction de seconde, la totalité qui va s'évaporer. Quand un liquide s'évapore, il se refroidit. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il refroidit? Mais parce que les molécules de gaz qui sortent du liquide emportent de la chaleur avec elles. Donc notre liquide va se refroidir. Se refroidir et atteindre le solidus. On va former un bloc de glace. Donc une partie de l'eau, ce qui est à l'extérieur, va bouillir, des bulles à l'intérieur, de la neige, et l'eau qui est encore sous forme liquide au départ, va geler. Geler, mais pour l'instant, elle est encore assez chaude. Elle va continuer à se refroidir. Et vous voyez qu'on est sur la ligne entre les deux. Donc cette glace qui vient de prendre, elle va commencer à bouillir à l'intérieur. Ben oui, mais ce n'est pas bouillir là, c'est comment ça s'appelle quand on passe de l'état solide à l'état gazeux directement? C'est sublimer. Elle va se sublimer. Et éventuellement, comme la pression est très faible, sublimer de l'intérieur. Donc faire des bulles dans le solide. Solide qui va exploser. D'accord? Et qui va continuer à refroidir. On va donc se retrouver, in fine, avec des petits cristaux de neige, tout bien formés, tout jolis, et des gros bouts de glace, tout éclatés en petits morceaux. Notre eau aura bouilli et gelé, les deux en même temps. D'accord? Et simultanément, parce que les deux phénomènes vont se produire quand même simultanément. C'est l'ébullition qui va commencer, clairement, mais à partir d'un certain moment, on aura bien les deux phénomènes en même temps. Ça bout et ça gèle en même temps. Et c'est le schéma qui nous le montre, clairement. Et là, je vais voir ce que vous aviez répondu. Donc on a, ben voilà, vous voyez, un tiers d'entre vous qui était parti à peu près sur le bon résultat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous comprenez la logique? Donc, si j'ai pris cet exemple, c'est parce qu'on voit bien le mode de raisonnement qu'on doit avoir. On part d'un état, on va atteindre l'autre et on va raisonner sur la manière dont on est. Et c'est à ça que servent ces diagrammes de phase, à voir ce qui va se passer quand on change des conditions, quel changement d'état ça va entraîner en changeant la pression et la température. Sur des diagrammes de phase un peu plus compliqués où on rajoute éventuellement le volume, on pourrait éventuellement étudier aussi ce qui va se passer quand on change justement le volume.
Tiens, je vais vous poser une question. Mais je ne donnerai pas la réponse et elle n'est pas placée là. Mais vous pourrez raisonner sur ça. Vous prenez un récipient, d'accord, totalement incompressible, indéformable. Vous mettez dedans de l'eau, c'est rempli à ras-bord, on ne peut pas en mettre plus, d'accord? Il n'y a aucun volume libre et on scelle le récipient. Il n'a aucun moyen de se déformer, d'accord? Donc le volume qui est à l'intérieur est figé. Et on met ça au congélateur. Typiquement, hein, c'est la bouteille d'eau qu'on a mis au congèle, hein, d'accord? Voilà. Sauf que là, la bouteille qu'on a mis au congèle est totalement indéformable et ne va pas exploser comme celle qu'on a mis dans le congèle, d'accord? Celle qu'on a mis dans le congèle, elle va exploser de bouteille. Le bouchon va sauter, on s'en fout, mais d'accord, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe pour cette bouteille? Qu'est-ce qui va se passer pour cette bouteille? C'est totalement indéformable, incassable, et l'eau est placée à l'intérieur, et on descend la température autant qu'il faudra, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour cette bouteille d'eau? Réfléchissez-y, tentez de trouver la réponse, on pourra en discuter si vous le souhaitez, en ED, lors du premier ED par exemple, de voir comment on raisonne sur un problème pareil. Mais réfléchissez-y déjà vraiment avant pour voir comment on peut traiter un problème pareil. On va maintenant aborder donc ces différents états les uns après les autres. On commencera par l'état solide, on passera par l'état gazeux ensuite, et puis on abordera à la fin, l'état liquide est essentiellement sous la forme des solutions, d'accord? Des solutions liquides, essentiellement. Donc l'état solide.